Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve en cette fin de journée pour faire du droit pénal. Vous êtes en forme? Oui. Génial. Génial. Alors, on s'est arrêté hier. On en avait terminé avec la méthodologie de la problématique introductive. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cet aspect-là? Non, ça va, tout le monde a bien compris que c'était pas compliqué de dégager une problématique, mais qu'il fallait surtout le faire à chaque fois. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va décliner les grandes problématiques classiques du droit pénal. C'est-à-dire que, vous voyez, on va dégager tous les grands mouvements qui affectent le droit pénal, tous les grands points de résistance à ces mouvements, tous les grands enjeux contemporains de la matière. Alors, juste une remarque, ce que je vais vous donner là en termes de grandes orientations de politiques pénales actuelles, ce que je vais vous donner là, ça ne se substitue pas au questionnement que je vous ai indiqué hier, d'accord? C'est-à-dire que les trois questions sur chaque sujet, vous les posez toujours. Simplement, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous confrontez vos réponses aux grandes problématiques classiques que je vais vous donner là. Et vous voyez dans le cadre de laquelle de ces problématiques, vos réponses sont susceptibles de venir s'insérer. Pourquoi? Parce que ça vous aidera à construire votre propos, ça vous aidera à structurer votre argumentation et à immédiatement mettre en exergue l'essentiel sans rien oublier, des approches théoriques, des approches législatives, des approches jurisprudentielles, etc., qui sont importantes. Mais surtout, ne partez pas de l'idée suivant laquelle tout ça va se substituer à toute réflexion de votre part. C'est juste, vous réfléchissez, et une fois que vous avez réfléchi et que vous avez le produit de votre réflexion en tête ou sur votre feuille, eh bien là, vous prenez une des grandes problématiques classiques pour étoffer un petit peu cette réflexion avec une argumentation un peu plus dense que celle que vous auriez peut-être produite en temps limité. Bien. Alors, ces grandes problématiques classiques du droit pénal, on va commencer par une problématique que vous avez tous déjà perçue, je pense, c'est la problématique l'égalité formelle, l'égalité matérielle. Passage d'une légalité formelle à une légalité matérielle. Alors déjà, je vais vous donner les définitions nécessaires sur ces deux notions. Donc vous avez perçu le truc aussi, définition, répertoire à prendre. D'accord? Je vais vous donner les grandes définitions. Après ça, je vous donnerai les mouvements, les enjeux, et je vous expliquerai ensuite sur quel sujet vous pouvez les utiliser, et concrètement, comment vous pouvez structurer ça en introduction. La légalité formelle, qu'est-ce que c'est? La légalité formelle, c'est cette branche de la légalité criminelle qui vient nous dire que la loi, au sens propre, au sens formel du terme, est la source exclusive à l'exclusion de tout autre du droit pénal. La loi, au sens propre, au sens formel du terme, est la source exclusive, c'est-à-dire à l'exclusion de tout autre du droit pénal. Pourquoi? Parce que seuls les représentants élus au Parlement, seuls les représentants élus au Parlement, en ce qu'ils représentent le peuple, disposent de la légitimité nécessaire pour édicter les valeurs dignes de protection pénale. Disposent de la légitimité nécessaire pour édicter les valeurs dignes de protection pénale. Donc, ce qu'il faut à tout prix bien comprendre, c'est que la légalité formelle, elle pose un impératif relatif à l'origine de la norme pénale. Elle pose un impératif relatif à l'origine de la norme pénale. La norme pénale ne peut être que d'origine législative. Face à cette légalité formelle, on a la légalité matérielle. Face à cette légalité formelle, on a la légalité matérielle. La légalité matérielle, elle garantit l'impératif de sécurité juridique. Elle garantit l'impératif de sécurité juridique en imposant
que les infractions pénales soient clairement définies. Elle garantit l'impératif de sécurité juridique en imposant que les infractions pénales soient clairement définies. Découle de la légalité matérielle une quadruple exigence. Clarté, précision, prévisibilité et accessibilité de la norme pénale. Clarté, précision, prévisibilité, accessibilité de la norme pénale. La légalité matérielle, elle, comprenez-le bien, elle pose un impératif relatif à la qualité de la norme pénale. Elle pose un impératif relatif à la qualité de la norme pénale. Ce qui compte pour la légalité matérielle, c'est que la norme pénale soit une norme de qualité. Peu importe en revanche son origine. Peu importe en revanche son origine. D'accord ? Hein ? On a coutume de résumer la légalité matérielle par l'adage suivant: mieux vaut une bonne jurisprudence qu'une mauvaise loi. C'est ça, la légalité matérielle. Eh bien, ces deux versants, l'égalité formelle d'une part, l'égalité matérielle d'autre part, ces deux versants composent l'un et l'autre le principe de la légalité criminelle. Et quand vous parlez de légalité criminelle, c'est forcément d'un côté et la légalité formelle, de l'autre côté la légalité matérielle. Bien. Ça, c'est les grandes définitions que vous devez connaître. Quels sont les mouvements, maintenant, qui ont traversé et qui traversent aujourd'hui cette légalité? Deux mouvements se conjuguent sur la notion de légalité. Premier mouvement, c'est un mouvement de déclin de la légalité formelle. Premier mouvement, c'est un mouvement de déclin de la légalité formelle. Il faut bien comprendre que, à l'origine du droit pénal moderne, c'est-à-dire premier code pénal de 1791, à l'origine du droit pénal moderne, la légalité était d'abord et avant tout une légalité de type formel. La légalité était d'abord et avant tout une légalité de type formel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire pour les révolutionnaires en édictant la légalité criminelle? Les révolutionnaires, ils voulaient, en édictant cette règle de la légalité criminelle, ils souhaitaient mettre un terme à l'arbitraire de l'ancien droit. On voulait alors mettre un terme à l'arbitraire de l'ancien droit, à l'arbitraire judiciaire, d'une part, et à l'arbitraire royal, d'autre part. Ça va? Donc, ce que l'on entendait faire, c'était priver de toute initiative en matière pénale. On souhaitait alors priver de toute initiative en matière pénale, non seulement le juge, mais aussi le pouvoir exécutif, pour confier au seul peuple le soin, par l'intermédiaire de ses représentants élus, d'édicter la norme pénale. Sauf que très rapidement, on s'est rendu compte que le législateur ne pouvait à lui seul assurer l'adaptation du droit pénal aux exigences sociales. Et très vite ont émergé deux critiques à titre essentiel. Très vite ont émergé deux critiques à titre essentiel contre la légalité formelle, critiques venues du subjectivisme pénal. Alors, dans le subjectivisme pénal, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y a deux branches. Il y a une branche
positiviste qui est la branche sécuritaire, et il y a une branche sociale qui est la branche école de la défense sociale. La branche sécuritaire, la branche positiviste, reprochait à la légalité formelle de laisser échapper au droit pénal, la branche sécuritaire, positiviste, reprochait à la légalité formelle de laisser échapper au droit pénal des actes immoraux ou dangereux qui n'auraient pas été anticipés par le législateur. La branche sociale du subjectivisme, école de la défense sociale, reprochait quant à elle à la légalité formelle, de privilégier une application rigide de la loi pénale au détriment de l'humanité et de l'équité. Au détriment de l'humanité et de l'équité. Ces critiques venant de toutes parts ont abouti, au fil des ans, à un déclin de la légalité formelle. Déclin de la légalité formelle qui se traduit par deux manifestations essentielles. Déclin de la légalité formelle qui se traduit par deux manifestations essentielles. Première manifestation, c'est la consécration d'une part de compétences au pouvoir exécutif en matière pénale. Consécration d'une part de compétences au pouvoir exécutif en matière pénale. Et là, on pense bien sûr immédiatement aux articles 34 et 37 de la Constitution, qui confère à l'exécutif compétence exclusive en matière contraventionnelle. Alors certes, les contraventions, ce sont les infractions pénales les moins graves. Il n'empêche que ce sont aussi les infractions pénales de très loin les plus nombreuses. Le droit pénal du quotidien, le droit pénal du citoyen ordinaire, il est dans les contraventions. D'accord ? On est bien davantage concerné au quotidien par des excès de vitesse, par des contraventions au stationnement que par des crimes ou des délits. Et heureusement. D'accord ? Mais ça veut dire que concrètement, le droit pénal qui est au cœur de la préoccupation sociale, il repose aujourd'hui sur l'exécutif. D'accord ? Deuxième manifestation de ce déclin, c'est l'essor du rôle tenu par la jurisprudence en droit pénal. Essor du rôle tenu par la jurisprudence en droit pénal, alors, deux déclinaisons à cet essor. D'abord, essor du rôle tenu par la jurisprudence nationale. D'abord, essor du rôle tenu par la jurisprudence nationale. Alors, le grand tournant pour la jurisprudence nationale, ça a été l'arrêt Société des Cafés Jacques Vabre. Chambre mixte 24 mai 75, arrêt Société des Cafés Jacques Vabre, qui confie au juge judiciaire et donc au juge répressif le contrôle de conventionnalité. Depuis cette décision, le juge répressif peut contrôler la conformité d'une loi. Le juge répressif peut contrôler la conformité d'une loi aux traités internationaux dont la Convention européenne des droits de l'homme fait partie. Si toutefois il constate une contrariété entre le texte de loi et les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge répressif écartera purement et simplement l'application de la loi concernée.
Ça va? Deuxième déclinaison de cet essor, c'est l'essor du rôle de la jurisprudence européenne. Essor du rôle de la jurisprudence européenne, et là, les arrêts qu'il faut véritablement avoir en tête, ce sont ces 4 arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 2011. Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 4 arrêts rendus en matière de garde à vue qui attribuent une autorité absolue de choses jugées à valeur supra-législative, qui attribue une autorité absolue de choses jugées à valeur supra-législative aux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Aux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, l'attendu de principe de ces 4 arrêts, c'est un attendu que vous devez connaître, il est important, il est fondateur. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation nous dit « Attendu que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme, attendu que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Ainsi, il se déduit de ces décisions que doivent être frappées de nullité. Il se déduit de ces décisions que doivent être frappées de nullité des mesures de garde à vue conduites conformément aux prévisions légales en vigueur, des mesures de garde à vue conduites conformément aux prévisions légales en vigueur, mais en violation des exigences formulées par la Cour européenne des droits de l'homme, mais en violation des exigences formulées par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est donc, très clairement, la primauté de la jurisprudence, du moins de la jurisprudence européenne, sur la loi. C'est donc la primauté de la jurisprudence, du moins de la jurisprudence européenne, sur la loi. Donc après ces arrêts, de la légalité formelle, il ne reste pas grand-chose. Alors, juste pour prolonger un petit peu l'appréciation sur cette évolution, ils sont élus, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, par le peuple. Bon, vous n'avez jamais voté, vous pour... Non. Ils sont élus par personne, ils sont cooptés suivant des procédures plus ou moins transparentes selon leur état d'origine. D'accord ? Eh bien, les décisions prises par ces juges priment aujourd'hui sur la loi votée par la représentation nationale. Vous voyez ? Donc, véritablement, il n'est pas du tout certain que ce soit là une avancée démocratique. Si on considère que la démocratie, c'est l'expression du peuple par l'intermédiaire de ses représentants, les juges à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ne représentent personne, voyez-vous ? C'est intéressant ce que vous dites, mais en fait, je vais donner une Allez-y. Mais je ne sais pas si c'est judicieux ou pas, mais par exemple, sur le. Certes, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'augmentation finalement de la jurisprudence européenne vient contrecarrer finalement la question démocratique. Par contre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, je crois, du 31 juillet 2010, reconnaissait finalement que. Enfin, là, en l'occurrence, c'est toujours les questions en fait, de la présence du parquet dans la garde à vue. Et il disait, enfin le Conseil constitutionnel, si vous vous rappelez bien, il disait que l'autorité judiciaire comprenait à la fois les magistrats du siège et les magistrats du parquet. On est d'accord. Et du coup, en fait, c'est une question intéressante, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas la réponse, mais j'essaye de réfléchir en me disant, est-ce que finalement, du fait que la Constitution reste quand même la norme suprême au sein de l'ordre juridique interne, ça ne présente pas quand même une garantie supplémentaire pour le citoyen face justement à cette jurisprudence européenne
Sauf que, alors, non, c'est très intéressant ce que vous dites, sauf que les suites, on va partir là-dessus. Effectivement, là, on a un beau conflit en termes de hiérarchie des normes. On a une Cour européenne des droits de l'homme qui, à travers, notez pas tout ça là, parce que ça va être le bordel dans vos notes après, mais essayez, on y reviendra, on traitera le ministère public, etc. Hein, mais essayez de comprendre un petit peu les mécaniques en termes de hiérarchie des normes. On a une Cour européenne des droits de l'homme qui vient nous dire, en 2008, en 2010, les magistrats du parquet en France n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire. OK ? Parce que là, tout va bien. On a un Conseil constitutionnel qui, dans sa décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 30 juillet 2010, vient nous dire, lui, mais non, moi j'estime que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Donc on a en gros le Conseil constitutionnel qui vient dire, fuck Strasbourg, hein, je fais ce que je veux, je suis chez moi, moi ça appartient à l'autorité judiciaire. La question qui se pose derrière, c'est que va faire la Cour de cassation? Et là, on a deux arrêts, mais magnifiques, magnifiques. Un premier arrêt, chambre criminelle, 15 décembre 2010. Un deuxième arrêt, beaucoup plus récent, sur les géolocalisations. Vous en avez forcément entendu parler. Chambre criminelle, 22 octobre 2013. Deux arrêts, où la chambre criminelle se fonde sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, pour venir dire que les magistrats du parquet, en France, n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire. Donc on a un juge répressif qui dit « fuck le Conseil constitutionnel ». Ah, vous voyez, c'est la hiérarchie des normes à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une jurisprudence européenne qui, par l'intermédiaire d'une jurisprudence, donc que des gens non élus, hein, de part et d'autre, on est bien d'accord, qui viennent dire, moi, ce que décide le constituant, vous voyez, parce que le Conseil constitutionnel, il est pas là non plus par hasard, moi, ce que décide le constituant, je m'en cogne, finalement. Ce que dit le législateur, ben, je m'en fous aussi. Et puis, sur le fondement d'une règle interprétée par une cour européenne, je décide que... Alors, c'est vrai que notre position, elle est un peu nunuche sur le ministère public. Dire qu'il faut être aujourd'hui un peu à la ramasse pour aller dire que les magistrats du ministère public sont à la fois indépendants, et agissent en impartialité. Ce sont des autorités de poursuite. Donc c'est juste n'importe quoi. Il n'empêche qu'en termes de hiérarchie des normes, c'est aussi n'importe quoi, parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On place même pas le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, rien n'est dit sur le ministère public. Mais l'interprétation que fait une Cour européenne du texte de la Cour européenne des droits de l'homme, on place ça au sommet de la hiérarchie des normes. Bah, écoutez, moi j'ai pas particulièrement confiance dans les magistrats strasbourgeois, vous aussi? Enfin, ils peuvent couler un plomb assez facilement, je crois, ils nous l'ont montré à certains égards. Hein. Si demain, alors, sur des questions assez cruciales de vie sociale, ils ont eu l'intelligence jusqu'à présent de renvoyer à la marge nationale d'appréciation, hein, sur des thématiques comme l'IVG, comme l'euthanasie, etc. Mais ils sont quand même de plus en plus audacieux, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a certaines décisions de la CEDH qui sont un peu limites? Pensez par exemple, prendre un truc qui va à l'encontre de notre culture judiciaire, pensez à la jurisprudence strasbourgeoise qui règle le conflit entre le secret de l'instruction, d'une part, et le droit du public à l'information, d'autre part. Conception très anglo-saxonne à Strasbourg, droit du public à l'information, tu dis tout. Fuck la présomption d'innocence. Hein, fuck le secret, tu dis tout, et puis surtout les journalistes, ben, ils font ce qu'ils veulent. Et tu les laisses tranquilles. Conception européenne qui va quand même profondément à l'encontre de notre conception nationale. D'accord? Parce que nous, c'est plutôt attente, enquête plutôt dans le secret, parce que d'une part, c'est bien pour l'efficacité de la procédure, et puis d'autre part, c'est bien aussi pour la présomption d'innocence qu'une personne ne soit pas publiquement désignée comme coupable, et puis les journalistes, on s'en méfie un petit peu quand même. Hein. A raison d'ailleurs, me semble-t-il. Bref, eh ben, concrètement, si on attribue à la position de la Cour européenne des droits de l'homme la même portée que celle qu'on a accordée aux décisions de la CEDH en matière de garde à vue, concrètement, il n'y a plus aucune obligation au secret. On a une zone absolue de non-droit journalistique. Et c'est en partie ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ça vient de Strasbourg que c'est forcément frappé du sceau du bon sens et de l'intelligence.
voyez-vous. Et bien souvent, moi, ce que je reproche aux uns et aux autres dans les copies sur les conceptions strasbourgeoises, c'est une conception un petit peu nunuche qui consiste à dire « ouais, c'est pour les droits de l'homme, c'est quand même génial, les droits de l'homme, eux au moins à Strasbourg, ils réfléchissent ». Non, non, pas que. Il y a des choses très bien qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, bien évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont juste un petit peu délirantes, et parfois il leur arrive de couler un plomb. Sauf que le problème, c'est que si on place leurs normes au-dessus de tous nos remparts, à nous, bah, ils peuvent délirer tant qu'ils veulent, ça s'imposera à nous sans qu'on n'ait plus aucun moyen d'endiguer cela. Parce que notre hiérarchie des normes, on l'aura tout simplement aplatie. Vous voyez? Donc c'est effectivement intéressant, et c'est pour ça que je vous disais, moi il me semble quand même que c'est un sérieux déficit en termes démocratiques, et je d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que ce que je me demande, c'est est-ce que par exemple, il n'y a pas des mécanismes en droit interne finalement qui peuvent permettre de compenser ce déficit démocratique? Lesquels? Notamment la QPC. Ben, la QPC, le problème, c'est que voyez ce que fait le Conseil constitutionnel à l'heure actuelle. Voyez ce qu'il fait. Concrètement, la seule solution en droit interne qui pourrait, parce que en fait la QPC, elle viendra jamais se substituer au contrôle de conventionnalité. Hein, et là, le risque qu'on a, c'est d'avoir des prises de position contradictoires entre, d'une part, prise de position du Conseil constitutionnel sur le fondement du bloc de constitutionnalité, et d'autre part, prise de position du juge judiciaire, pour ce qui nous intéresse, sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme. On aura beau dire, oui, mais en termes de hiérarchie des normes, ma QPC est au-dessus. Le fait est que, en fait, aux affaires en cause, qu'est-ce qui va s'appliquer? La position du juge. Et c'est pour ça que beaucoup parlent, à l'heure actuelle, de l'émergence d'un gouvernement des juges. Et ce gouvernement des juges, est-ce qu'on doit penser que le juge est plus malin que le législateur? Ça serait être bien présomptueux, me semble-t-il. Hein, je ne crois pas qu'on, même quand on est juge, on ne doit pas se satisfaire d'une telle évolution. Vous voyez, on a quand même gagné durement, chèrement, le droit de voter les normes. On a l'impression qu'on n'est pas d'accord forcément, suivant les majorités, avec ce que vote le Parlement. Hein. La rétention de sûreté, par exemple, on n'était pas forcément d'accord. Vous voyez, le fait est que, quoi que l'on dise, les réformes, qu'elles soient orientées politiquement vers le social, qu'elles soient orientées politiquement vers le sécuritaire, dès lors qu'elles émanent du législateur, elles sont votées par le peuple. Hein? Alors après ça, on peut très bien dire, dans une conception totalement élitiste, oui, mais après tout, c'est tous des gros beaufs. Hein? Attends, moi, je vais m'emparer de ça, et puis je vais décider à ta place. Le fait est que, en termes démocratiques, je suis pas convaincue que ce soit quelque chose de satisfaisant. Et donc, le seul mécanisme, la seule chose qui permettrait de faire en sorte qu'il y ait moins d'hiatus en termes de hiérarchie des normes, quel serait-il? Ça serait que le Conseil constitutionnel récupère la main sur le contrôle de conventionnalité. Hein, mais ça supposerait un retour sur IVG 75, et c'est pas le chemin qu'on prend, parce que maintenant on voit que le Conseil constitutionnel, il se couche devant Luxembourg aussi. Hein, il n'y a pas que ça, il dit, bon, attends, moi je vais te renvoyer moi-même mes questions préjudicielles, je ne tranche plus. Quand ça te concerne, Cour de Luxembourg, hein, je te renvoie la question, parce que, attention, je voudrais surtout pas que tu dises le contraire. Vous voyez, donc on est quand même dans une attitude version paillasson, hein, par rapport aux différentes instances européennes. Vous voyez ce qu'ils font les Anglais? Les Anglais, eux, face à la norme européenne, ils sont fuck, je suis chez moi, je fais ce que je veux, condamne-moi si ça te fait plaisir. Hein, moi, je bouge pas d'un iota. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent, ils ont une position qui est, à mon avis, ultra. Ils disent, de toute façon, moi, j'ai ma norme fondamentale. Ok, ma norme fondamentale à moi, elle est au-dessus. Et puis après ça, le reste, hein, c'est forcément en dessous. Mais nous, on fait pas ça. Nous, on dit, nous c'est paillasson total. Hein? Quoi que tu dises, Strasbourg, quoi que tu dises, Luxembourg, je suis forcément d'accord avec toi. Hein? Et voilà, et c'est pas quelque chose qui est sauté. Et voilà pourquoi ce gouvernement des juges inquiète beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Voilà, mais c'est absolument, et c'est pour ça, et c'est notamment de ce fait-là, vous voyez, c'est notamment de ce fait-là que tous les sujets comme la jurisprudence en droit pénal, le gouvernement des juges, le Conseil constitutionnel en droit pénal, tout ça, c'est fondamental dans le droit pénal contemporain, parce qu'on a un droit pénal qui, sur initiative jurisprudentielle avant tout, hein, parce que c'est l'Assemblée plénière, donc la Cour de cassation française, et puis la Cour de Strasbourg, et quelque part le législateur en s'écrasant, hein, et puis le Conseil constitutionnel aussi, hein, qui s'aplatit de la même façon. C'est un petit peu tout ça qui, en dehors de toute réflexion d'ampleur,
instaure de facto une primauté des jurisprudences européennes, communautaires ou de droit européen des droits de l'homme, et on a le sentiment que tout ça est un petit peu hors de contrôle, finalement, parce que ça n'a même pas été décidé par qui que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas de loi qui vient nous dire le contrôle de conventionnalité. Qui dit que c'est le juge répressif qui est titulaire du contrôle de conventionnalité? Le juge. Puis comme ça arrange bien tout le monde à l'époque, puisque personne ne veut se le fader, d'accord, on dit rien, on laisse faire, voilà, et on est aujourd'hui dans une situation qui, de ce point de vue-là, est extrêmement problématique. Et ça met en cause, me semble-t-il, l'entière légitimité du droit pénal, parce que le gros problème, c'est que dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est celui qui nous intéresse au premier chef, en droit pénal, dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, la matière la plus concernée par les différentes dispositions conventionnelles, c'est tout de même le droit pénal. Chaque article de la Convention européenne des droits de l'homme intéresse le droit pénal. Et par ailleurs, c'est en droit pénal que la source législative a le plus de valeur, classiquement. Et on sait pourquoi. On connaît notre histoire de France. Vous voyez? Donc tout ça est, se traduit par un déclin, mais pour ne pas dire une disparition de la légalité formelle, pose la question de la révision du principe de séparation des pouvoirs, parce que la séparation des pouvoirs aujourd'hui, telle qu'on la concevait et telle qu'on l'a conçue à l'origine, elle a disparu. Et puis, ça pose également la question de la légitimité des décideurs en matière pénale. Vous voyez, et finalement, tout ça génère une incroyable insécurité juridique, parce qu'on se rend compte que la loi n'a plus valeur de norme fondamentale en droit pénal, de facto, que l'application ou la non-application d'une loi va parfois dépendre d'une interprétation faite parfois à l'encontre d'un autre État par une juridiction étrangère, que la loi devient de moins en moins prévisible, et que sur certaines thématiques, aujourd'hui, il est bien difficile de prévoir l'issue. Et on l'a vu très récemment avec cette affaire des géolocalisations. Les géolocalisations, voilà une pratique qui a cours pendant l'enquête depuis bien longtemps. Et d'un seul coup, on a la Cour de cassation qui vient nous dire Attends, ta géolocalisation quand même. Alors c'est génial parce que les mêmes, vous voyez, ça les gêne pas de valider les sonorisations de lieux, les fixations d'images, etc. Vous voyez, un truc qui est quand même hyper intrusif dans la vie privée. La géolocalisation, on pose une balise GPS pour repérer, etc. C'est quand même vachement moins attentatoire. Là, on se dit, non, finalement, nous on trouve que ça porte atteinte à la vie privée et on invalide tout ça. Mais vous vous rendez compte du point de vue de la sauvegarde. Alors je sais que votre préoccupation à votre âge, c'est plus les droits et libertés, les pauvres suspects quand même, aidons-les. C'est un peu plus cette ambiance-là, mais vous verrez que vous aurez pris quelques années, ça sera... Quand on est jeune, on est de gauche, quand on grandit, on est de droite. Enfin, sauf Kessler, qui, lui, tarde à grandir. mais tout ça pour vous dire que c'est tout de même extrêmement insécurisant, parce qu'on a des procédures pénales entières qui commencent à sauter pour une interprétation par la Cour de cassation d'une jurisprudence européenne qui elle-même interprétait l'article 8 de la CEDH. Vous voyez, on est dans l'incertitude et dans l'inconnu le plus total, et nul ne peut prédire aujourd'hui l'avenir des procédures. Et quand le juge prend le pouvoir comme ça sur la norme législative, c'est nécessairement questionnant. Et oui, potentiellement c'est dangereux, parce qu'on a plus. Ce qui est dangereux, c'est qu'on a fait sauter au fil des années, sans même s'en rendre compte et sans même le décider ni le vouloir. On a fait sauter tous les verrous potentiels. Vous voyez, donc il faut croiser les droits très fort pour que personne ne pète une plaque. Vous voyez, sauf que ça, on n'est pas. Vous allez me dire, le législateur aussi, il peut péter une plaque. Oui, mais ils sont plus nombreux. Vous voyez, une espèce de canalisation générale. Bien. Ça va? Sur mon aspect l'égalité formelle, vous aviez une question, mademoiselle, tout à l'heure? D'accord. Bien. Parallèlement à ce déclin de la légalité formelle, on assiste à un essor de la légalité matérielle. Parallèlement à ce déclin de la légalité formelle, on assiste à un essor de la légalité matérielle. C'est le deuxième mouvement autour de la légalité. L'essor de la légalité matérielle, il se fait notamment sous l'impulsion de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme autour de l'article 7 de la Convention. Donc il se fait sous l'impulsion de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme autour de l'article 7 de la Convention. Article 7, c'est le principe de la légalité dans le texte de la Convention.
Aujourd'hui, l'exigence d'une loi pénale à la fois claire, précise et prévisible connaît une vigueur nouvelle. Connaît une vigueur nouvelle et assez inédite, à vrai dire. Concrètement, aujourd'hui coexistent trois niveaux de contrôle de qualité de la norme pénale. Coexistent aujourd'hui trois niveaux de contrôle de la qualité de la norme pénale. Premier niveau de contrôle, c'est un contrôle européen, je vous les cite par ordre d'apparition et pas par ordre d'importance. Premier niveau de contrôle, c'est un contrôle européen, la Cour européenne des droits de l'homme n'hésite pas à condamner sur le terrain de l'article 7 de la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme n'hésite pas à condamner sur le terrain de l'article 7 de la Convention les États dont les infractions pénales ne seraient pas définies en termes suffisamment clairs et précis. Alors, plusieurs arrêts fondateurs en la matière qui sont dans votre polycopier, bien sûr. L'arrêt Sunday Times, l'arrêt Malone contre le Royaume-Uni et l'arrêt Cantoni contre France. Ça, c'est vraiment les trois arrêts fondateurs du point de vue de la légalité matérielle. Sunday Times, Malone, Cantoni. Deuxième niveau de contrôle, c'est le contrôle effectué par les juridictions nationales. Deuxième niveau de contrôle, c'est le contrôle effectué par les juridictions répressives nationales. On sait, on le disait à l'instant, que depuis l'arrêt Société des cafés Jacques Vabre, les juridictions répressives sont titulaires du contrôle de conventionnalité. Elles peuvent donc tout à fait contrôler la qualité d'une loi. Elles peuvent donc tout à fait contrôler la qualité d'une loi, c'est-à-dire sa clarté, sa précision, son accessibilité, sa prévisibilité, sur le fondement de l'article 7 de la Convention. Et il se trouve que depuis une dizaine d'années, les juridictions répressives n'hésitent plus sur ce terrain, sur ce fondement, à écarter purement et simplement l'application d'incrimination pénale, dont elles estimeraient qu'elles ne sont pas rédigées en termes suffisamment clairs et précis. Les deux arrêts fondateurs en la matière, ce sont deux arrêts rendus par la Chambre criminelle en 2001, Chambre criminelle 16 janvier et 20 février 2001. Chambre criminelle 16 janvier et 20 février 2001, voilà les deux premiers arrêts dans lesquels la Cour de cassation écarte l'application d'incrimination pénale au prétexte, au motif qu'elles ne sont pas suffisamment claires et précises. Ça va ? Troisième niveau de contrôle, c'est le Conseil constitutionnel. Troisième niveau de contrôle, c'est le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. Depuis longtemps, le Conseil constitutionnel de jurisprudence constante déduit de l'article 8 de la DDHC, l'exigence de loi pénale rédigée en termes clairs et précis. Toutefois, jusqu'à ce que soit consacrée la mécanique de la question prioritaire de constitutionnalité,
ce contrôle restait peu effectif dans notre droit. Pour quelle raison? Pour une raison assez logique, finalement. Parce que, bien souvent, les lacunes, les imprécisions d'un texte législatif n'apparaissent qu'à l'épreuve de la pratique. C'est telle affaire qui va révéler l'imprécision du texte. Ainsi, le contrôle a priori, tel qu'il existait jusqu'à présent, était un contrôle qui était assez peu propice finalement à la découverte d'obscurité ou d'imprécision dans un texte législatif. Et donc, depuis qu'on a consacré le contrôle a posteriori, par la mécanique de la question prioritaire de constitutionnalité, depuis qu'on a consacré le contrôle a posteriori, eh bien, le contrôle de qualité de la loi pénale par le Conseil constitutionnel a pris une nouvelle dimension. Et là, vous avez deux décisions qu'il faut avoir en tête. Conseil constitutionnel 16 septembre 2011 qui censure au motif qu'elles sont obscures et imprécises les dispositions du code pénal définissant l'inceste. Et bien sûr, Conseil constitutionnel, QPC, toujours 4 mai 2012, qui vient censurer, pour la même raison, l'incrimination de harcèlement sexuel. Ça va? Donc, aujourd'hui, la qualité de la norme pénale est garantie à la fois par le juge répressif, par le Conseil constitutionnel, par la voie de la QPC et par la Cour européenne des droits de l'homme. On a vraiment serré les verrous à tous les niveaux, ce qui accrédite l'idée d'un essor de la légalité matérielle. Au terme de cette évolution, quelle question se pose ? Au terme de cette évolution, quelle question se pose? Eh bien, la question qui se pose invariablement, c'est tout simplement celle de la persistance de la légalité criminelle. Alors, est-ce qu'il persiste, ce principe de la légalité criminelle? Bien sûr, mais sous une autre forme. La légalité criminelle n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée d'une légalité de type formel. On a opéré le passage à une légalité qui est bien davantage aujourd'hui une légalité de type matériel. D'une légalité de type formel, on a opéré le passage à une légalité qui est bien davantage aujourd'hui une légalité de type matériel. Et immanquablement, ce passage pose, on le disait tout à l'heure, la question de l'émergence d'un gouvernement des juges dans notre droit pénal contemporain. Ça va? Alors, vous voyez, cette dynamique passage de la légalité formelle à la légalité matérielle, c'est la trame problématique, que vous devez absolument mettre en exergue sur la quasi-totalité des sujets qui sont relatifs aux sources du droit pénal. Si on vous donne un sujet qui s'intitule la légalité criminelle, si on vous donne un sujet qui s'intitule la jurisprudence en droit pénal, si on vous donne un sujet qui s'intitule le pouvoir exécutif, si on vous donne un sujet qui s'intitule la loi pénale, pourquoi pas, eh bien,
autant de sujets sur lesquels la problématique qui s'impose, ce sont ces questionnements soulevés par le passage d'une légalité formelle à une légalité matérielle. Vous voyez, si par exemple on vous donne la loi pénale, premier temps de la problématique, attention, valeur centrale, valeur incontournable de la loi est la seule et unique source du droit pénal parce que légalité formelle, Révolution française, etc., etc. Toutefois, attention, deuxième temps de la problématique, déclin de la légalité formelle au profit de l'essor d'une légalité matérielle, ce qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui la loi pénale est une source de droit pénal qui est concurrencée d'abord par le pouvoir exécutif, concurrencée ensuite par la jurisprudence. Vous voyez, votre trame problématique sur les sujets relatifs aux sources, elle est là. Elle est là. Ça va? Des questions sur tout ça? Non? Deuxième grande problématique du droit pénal, donc. Deuxième grande problématique classique du droit pénal, c'est la problématique conception objective du droit pénal, conception subjective du droit pénal. Conception objective, conception subjective. La conception objective de l'infraction, c'est celle qui nous dit que le trouble effectif à l'ordre social, c'est-à-dire le résultat, le trouble effectif à l'ordre social, c'est-à-dire le résultat, est le seul critère qui fonde, qui légitime l'intervention du droit pénal. Pour un objectiviste, l'infraction, c'est binaire. C'est binaire. Soit le résultat s'est effectivement produit, et le droit pénal est légitime à intervenir. Soit aucun résultat ne s'est effectivement produit, et le droit pénal n'est pas légitime à intervenir. D'accord ? Être coupable, la culpabilité pour un objectiviste, c'est tout simplement le fait d'avoir produit un résultat. Pour répondre à l'infraction ainsi définie, les objectivistes ont mis en place cette sanction pénale qu'est la peine. Les objectivistes ont imaginé cette sanction pénale qu'est la peine. Mais attention, la peine dans son sens original, la peine dans son sens classique. C'est-à-dire la peine rétributive. Peine dans son sens original, dans son sens classique, c'est-à-dire la peine rétributive. La peine représente ici le prix à verser à la société pour le crime que l'on a commis. La peine représente ici le prix à verser à la société pour le crime que l'on a commis. D'ailleurs, on l'a défini à l'époque comme le prix du crime. La peine, c'est le prix du crime. Et, vous voyez, la peine est alors un mal que la société va infliger aux délinquants. La peine est alors conçue comme un mal que la société va infliger aux délinquants de manière à compenser le mal que ce même délinquant a causé à la société. C'est la punition dans son sens le plus pur. Vous voyez, on n'a aucune autre préoccupation quand on est objectiviste. On ne se préoccupe pas de réinsérer, on ne se préoccupe pas de sécuriser. Non, la seule chose qui nous inquiète, c'est quasi mathématique. Tel mal, telle peine. Tel résultat, tel prix. C'est ça, la peine objective. Bien. Donc, le droit pénal objectif repose entièrement sur le couple culpabilité-peine. Le droit pénal objectif repose entièrement sur le couple culpabilité-peine. C'est un droit pénal qui se préoccupe davantage de l'acte commis que de la personne qui l'a commis. C'est pour ça qu'on dit qu'il est objectif. C'est un droit pénal qui se préoccupe
davantage de l'acte commis que de la personne qui l'a commis. C'est pour ça qu'on le qualifie de droit pénal objectif. Il ne varie pas suivant les individus. C'est le même pour tous. D'accord ? Hein, c'est le droit pénal qui se préoccupe de ce que la personne a fait et non pas de qui elle est, aussi bien au niveau de l'infraction pénale qu'au niveau de la sanction pénale. Donc, droit pénal, je vous disais, qui se préoccupe davantage de l'acte commis que de la personne qui l'a commis, c'est pour cette raison qu'on qualifie ce droit pénal objectif de droit pénal du crime. Hein, ce droit pénal objectif, on le qualifie de droit pénal du crime. C'est un droit pénal de type punitif, hein. On ne se trompe pas ici, le droit pénal est là pour punir. Il n'est pas là pour socialiser les gens, il n'est pas là pour assurer la sécurité de la société, il est là pour punir. D'accord ? Droit pénal de type punitif, mais faites attention, punitif, ça ne veut pas forcément dire qu'on piétine les droits et libertés, bien au contraire. Bien au contraire, c'est un droit pénal qui, à l'inverse, est respectueux des droits et libertés tels qu'on les entend dans un état de droit à l'époque contemporaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui compte ici dans ce type de droit pénal ? Eh bien, ici sont respectés le principe de la légalité. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi pénale. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi pénale. Le principe de proportionnalité. Tout ça rejoignant l'idée d'un rejet de l'arbitraire. Le pire pour un objectiviste, c'est l'arbitraire. Chacun aura la sanction qu'il mérite, mais aucune sanction ne sera arbitraire. C'est droit pénal objectif, c'est un droit pénal qui a été développé par Beccaria, par Montesquieu. C'est celui qu'on a imaginé quand a émergé le droit pénal moderne, quand on a voulu sortir de l'arbitraire de l'ancien droit. C'est celui qu'on a imaginé pour préserver, pour garantir les droits et libertés des citoyens. Ça va ? Ça, c'est la première grande école. Deuxième grande école, c'est le droit pénal subjectif. Face au droit pénal objectif, on a son contraire, le droit pénal subjectif. Et là, je vous propose qu'on fasse la pause et je vous explique ensuite ce qu'est le droit pénal subjectif. On est d'accord que le truc objectif, c'est le système en Italie. Du point de vue de la peine, voilà, ça, du point de vue de la peine et pas du droit pénal ou même l'incrimination, c'est un autre système de peine fixe. Ça correspond à ça. Hein? Le système des peines fixes. Je sais que les peines. Moi, ça me dérange pas. Ah oui, non, mais alors, non, parce que je comprends pas ce que tu viens de me dire là. C'est parce que j'ai cru que tu n'avais pas compris tout ce que je t'avais dit. Parce que tu parles de l'infraction de la peine. Je pense en fait c'est quand tu l'as fait parce que la fois on parlait, je me dis ah ouais c'est moi bon après c'est pas
Bah ouais, mais si j'ai un super. Tu l'avais reçu? Bizarre, il a été envoyé c'est une zone. Oui, mais c'est pas comme ici. Sinon, tu fais 30 minutes. Mais attends, c'est pas grave, moi c'est bien. Pour moi, ça va. Toi, t'achètes pas.
vois là-bas, et c'est de Du coup, tu vas prendre la voiture ou pas? je pense qu'on regarde, mais je regarde. Attends, le sang, on va voir les smoke. Ah ouais. Ah non, par contre, il y a quelqu'un, ça dépend, ça sera les bouchons. Je sais pas, on s'est fait un peu. Oui, mais par contre, quand tu rentres dans la voiture, ça c'est quand tu sors. Mais c'est aussi parce que les gens qui font de l'extérieur, ils font pas énormément de Moi, je pense qu'on va sortir le matin, c'est quelque chose de manière. Ouais. Ah non, il est le matin. Mais bah, moi aussi. Ah ouais, je comprends. Ah non, c'est ça. Plus en voiture, au pire, des fois, je me dis, Ah merde. Je pense qu'elle va pas. ouais, bah. Parce que du coup, on a fait les grandes plages pas trop, je peux pas. Quoi qu'à 1h30, je sais pas si tu auras tout. En fait, il prenait la roquette pour les travailler. Je sais que ça a l'air c'est vrai que j'avais pris le disquette. C'est que on va commencer très mal. Ça, on revient dans mais oui. Tiens, oui. Du coup, il n'y aura pas de chance, c'est sûr. Ça sera même 9h10. On va calculer sur la pièce. Mais là, je prends un mais moi, là, c'est un peu ah non, tu m'attends pas, tu ça c'est berger. Il y en a pas, il y a pas. Les bergers. Après, c'est un peu. C'est payant. Ouais, mais je viens. Ouais, tu peux regarder, toi, regarde PO8, comme ça tu vas voir. Tu assumes la en plus, hier, elle était nickel. Hier, elle était bien nickel. Tu peux le j'ai chanté à ça. J'avais mis tout reste dans ça. Le mec, comment ça fait du bien? Le mec, il va chercher ma voiture, il fait pédale. Non, mais ça, c'est comme il a tout mis. C'est pas lui d'être dans la barre. Il n'a jamais dit ça. Oui, c'est parfait. Ça va bien. J'avais tout mis en main. Là, je me suis cassé le dossier quand je dois avoir tout. Oui, je veux dire. C'est pour ça la leçon. Ouais, non, mais alors, je me prends une photo, c'est pas autant, c'est pas une photo à la baie, putain. Je suis à la baie, c'est clair. Après, si je suis là avec je déjà, mais moi, j'avais ça à midi, je suis allée. J'ai avancé ça du matin. Je reviens pas par contre. Quoi? Midi, après, vous faites ce genre-là, on a trop bien. Je sais que si justement, ça fait. Après, je me mais parce que je vois ça. C'est vrai que j'avais pas le mec. C'est parti que ça m'a dit qu'on voulait se dire et puis on se dit après, la saquette, c'est pas en plus, je t'avais dit c'est la meilleure journée. Non, mais après, on se pose une question sur la voiture. Oui, il a fait la réparation. Non, on n'a pas.
L'expert, il la voit demain. Mardi, il la voit l'expert. L'expert aussi va décider l'expert. En fonction de ça, on va aussi à la fois. Ouais, c'est une thèse. Enfin, non, c'est des trucs à rentrer dans le cas. Tu l'as décoté? Il est trop plus. Il s'arrête. Il est à l'arrêt et il y a une voiture qui traverse et qui refuse. Et du coup, la France me dit que comme ça reste je crois. Ouais, il est fou. Non, mais des fois, c'est pas que la France, c'est quand tu s'arranges en gros, ils te disent qu'en gros, ça va être ton malus physique parce que les gens ne vont pas sur lui. Et alors, Merci. Non, je ne sais pas. Bon, on va trouver un sujet. Le concours. Bien. La conception subjective, qu'est-ce qu'elle nous dit? Conception subjective de l'infraction, c'est celle qui nous dit que le seul critère qui fonde, qui légitime l'intervention du droit pénal, c'est l'état dangereux. Le droit pénal a ici pour fonction d'intervenir dès les premiers signes de dangerosité, pour éviter que cet état dangereux n'aboutisse à la production d'un trouble à l'ordre social. Pour éviter que cet état dangereux n'aboutisse à la production d'un trouble à l'ordre social. L'infraction pénale, ici, repose sur la dangerosité. Pour répondre à la dangerosité, les subjectivistes ont mis en place cette sanction pénale qu'est la mesure de sûreté. Mesure de sûreté qui se définit comme une simple mesure de protection sociale, destinée à neutraliser un état dangereux. C'est une simple mesure de protection sociale destinée à neutraliser un état dangereux. Le droit pénal, ici, repose donc sur le couple dangerosité, mesure de sûreté. Le droit pénal repose donc ici sur le couple dangerosité, mesure de sûreté, qu'on oppose donc au droit pénal objectif, dont on disait tout à l'heure que le couple fondateur du droit pénal, c'était le couple culpabilité-peine. Ici, on est sur dangerosité, mesure de sûreté. Dans ce droit pénal subjectif, vous l'aurez compris, on se préoccupe davantage de la personne que de l'acte qu'elle a commis. On se préoccupe ici davantage de la personne que de l'acte qu'elle a commis. Ce qui compte ici, c'est qui la personne est et non pas ce que la personne a fait. Voilà pourquoi ce droit pénal subjectif est qualifié de droit pénal du criminel. Ce droit pénal subjectif est qualifié de droit pénal du criminel. Alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du droit pénal objectif, on n'est pas du tout ici dans un droit pénal de type punitif. Mais attention, quand on dit que ce n'est pas punitif, ça ne veut pas dire qu'on ne punit pas. Ça veut dire que la finalité n'est pas la punition, mais on punit quand même. Donc on n'est pas ici dans un droit pénal de type punitif, mais on est dans un droit pénal de type préventif.
Donc c'est un droit pénal de type préventif qui se montre assez peu respectueux des garanties et libertés telles qu'on les entend classiquement dans un état de droit. Ici, voyez, peu importe la légalité. D'accord ? C'est le juge qui doit saisir une dangerosité. Or, la dangerosité ne peut pas se définir par avance. On voit ça au cas par cas. Peu importe également l'égalité des citoyens devant la loi. La notion d'égalité n'a pas de sens, puisqu'il s'agit précisément de saisir l'individu en fonction des caractéristiques qui lui sont propres. La notion de proportionnalité n'a pas à s'appliquer, ne trouve pas à s'appliquer ici non plus, puisque le droit pénal est conçu comme un traitement, finalement, destiné, suivant les écoles subjectives, destiné soit à aider la personne, soit à protéger la société. Ça va ? Donc, ici, à l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure, on est plutôt dans un droit pénal qui serait un petit peu placé sous le signe de l'arbitraire. Alors, dans le subjectivisme, il y a deux branches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux branches. Il y a une branche sécuritaire qui, comme son nom l'indique, préconise de protéger la société à tout prix. Et puis il y a une branche sociale qui, elle, préconise de protéger la personne impliquée. Mais dans les deux cas, le trait commun à ces deux conceptions qui vont se traduire finalement par des priorités opposées, d'un côté la sécurité, de l'autre côté les droits et libertés garantis à l'individu, le trait commun à ces deux conceptions subjectives, c'est que dans les deux cas, qu'on soit sur la branche sécuritaire ou sur la branche sociale, dans les deux cas, l'intervention du droit pénal dépendra du constat d'état dangereux, d'accord ? Et la réaction du droit pénal se traduira par une réponse adaptée à la personnalité de l'individu. Ça, ce sont les grandes théories qui ont donné naissance à notre droit pénal contemporain. Notre droit pénal à nous, là-dedans, où est-il ? Eh bien, notre droit pénal contemporain, on dit qu'il s'agit d'un droit pénal mixte. C'est un droit pénal mixte, notre droit pénal contemporain, teinté à la fois d'objectivisme et de subjectivisme. Alors on va voir maintenant, au fil des années, comment ces conceptions objectives, subjectives, se sont entremêlées, suivant quels déterminants à chaque fois, et pour arriver au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Premier code pénal 1791, premier code pénal de 1791, le droit pénal est ici, donc ça c'est le premier code pénal post-révolutionnaire, le droit pénal est ici un droit pénal objectif. Droit pénal objectif. La plus manifeste des illustrations de cet objectivisme dans le code pénal de 1791, c'est sans aucun doute la règle des peines fixes. Dans le code pénal de 1791, les peines sont fixes. Le juge ne peut pas les moduler. Tel mal, telle peine. D'accord ? Code pénal de 1791, on est objectiviste. Fin du 19e siècle, en Italie,
fin du XIXe siècle, en Italie, voit le jour la première grande école subjective. Voit le jour la première grande école subjective. C'est l'école positiviste. Alors l'école positiviste, c'est un petit peu le côté obscur du subjectivisme. Ce sont les sécuritaires. D'accord ? Donc école subjectiviste, représentée par des individus comme Lombroso, Garofalo ou encore Ferri. École subjectiviste qui, pour la première fois, va théoriser l'idée d'un droit pénal qui serait fondé sur le couple dangerosité-mesure de sûreté. Qui aurait vocation à punir et non plus à prévenir. Dangerosité, mesure de sûreté, qui aurait vocation à prévenir et non plus à punir. Là où apparaît la finalité sécuritaire de ce positivisme, c'est dans les modalités de mise en œuvre de ce couple dangerosité-mesure de sûreté. Pour un positiviste, comment apprécier la dangerosité ? Pour un positiviste, la dangerosité s'apprécie en fonction de critères physiques, morphologiques, essentiellement. On identifie les individus, on regarde s'ils ont les pommettes saillantes, le front large. S'ils ont des tatouages, ce sont sans aucun doute des criminels nés. C'est l'homme criminel de Lombroso. D'accord ? Donc critères physiques, morphologiques pour identifier les individus dangereux. Quant à la mesure de sûreté des positivistes, c'est une mesure de sûreté qui vise à éliminer de la société ces criminels nés. Comment mieux protéger la société ? Parce que l'idée, c'est toujours de protéger la société qu'en éliminant les individus dont on se dit qu'ils sont sans doute dangereux. Donc, l'idée, c'est d'éliminer ces criminels nés, quand nous disons Lombroso. Alors, l'élimination, elle peut être extrêmement radicale, on les met à mort. Ou alors, elle peut être un peu moins radicale, on les relègue dans les territoires que l'on possède outre-mer. Ou alors, on les enferme à vie. On est à la fin du 19e, mettez-vous dans l'ambiance. Nous, on a fait notre évolution, on a proclamé les droits de l'homme. Quand ces théories arrivent chez nous, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Enfin, voyez, le premier abord, le premier regard qu'on porte sur les conceptions positivistes, c'est tout ça, c'est totalement barbare, ils racontent n'importe quoi, c'est bien des Italiens. Voyez, on est un peu dans cet esprit-là. On est un peu dans cet esprit-là. Et du coup, c'est une thèse positiviste du fait de leur réception défavorable par les structures politiques françaises de l'époque, vont avoir très peu d'écho en droit français. Du moins, ne vont pas avoir d'écho extrêmement significatif. Si bien que notre droit pénal à nous va demeurer essentiellement objectif. Il va demeurer objectif, mais jusqu'en 1945. 1945, que se passe-t-il ? 1945 voit le jour la deuxième grande école subjective, qui est l'école de la défense sociale nouvelle. École de la défense sociale nouvelle, essentiellement représentée par Marc Ancel. École de la défense sociale nouvelle, essentiellement représentée par Marc Ancel. Et alors, cette école de la défense sociale nouvelle, en 1945, elle va reprendre à son compte les postulats positivistes. Elle reprend à son compte les postulats positivistes en venant nous dire que le droit pénal doit intervenir dès l'état dangereux et doit répondre à cet état dangereux, non pas par une sanction, par une peine, mais doit répondre à cet état dangereux par une mesure de sûreté. Sauf que là, l'esprit, donc on repart vraiment de la même base, dangerosité, mesure de sûreté.
Bien. Sauf que là, on va, quand on est défense sociale nouvelle, on va donner un visage humain au positivisme de la fin du 19e. On va donner un visage humain au positivisme de la fin du 19e en disant que la dangerosité s'évalue, bien évidemment, ne s'évalue pas en fonction de critères physiques ou morphologiques. Là, on a abandonné l'idée, mais elle s'évalue, cette dangerosité, en fonction de critères sociaux, économiques, culturels. Mais voyez tous les fanats de Marc Ancel, là. Il faut comprendre ce qu'on dit au bout d'un moment. Positiviste, tout le monde trouve ça atroce. Puis ça l'est, objectivement. Bien. Tout le monde trouve ça atroce en disant oui, c'est n'importe quoi d'évaluer la dangerosité, t'es moche, donc t'es un délinquant. En gros, c'est ça. Mais Marc Ancel, c'est quoi? C'est t'es pauvre, donc t'es un délinquant. Enfin, concrètement, l'idée est là. Quand on crève de faim, on a plus de chances d'aller voler que... Ben, c'est un peu ce qui est soutenu dans les thèses de la défense sociale. La dangerosité s'évalue sur des critères sociaux, culturels, économiques, etc. Et on identifie l'état dangereux, dans les théories de Marc Ancel, on identifie l'état dangereux en se baladant dans les familles. Sauf que la réponse à cette dangerosité, là, c'est toujours la mesure de sûreté. Sauf que, attention, l'idée n'est pas de punir. On ne va certainement pas punir des gens qui n'ont rien fait et qui, somme toute, sont très malheureux, mais on va les aider. Donc le droit pénal se socialise. D'accord? On va faire du droit pénal un outil d'insertion sociale. Je ne parle même pas de réinsertion, parce qu'on est encore en amont de l'infraction. Vous voyez, dans ces théories-là. On va faire du droit pénal un outil d'insertion sociale et face à l'état dangereux, on va répondre par des mesures éducatives, par des mesures de soins, par des mesures de réinsertion. Et là, dans le contexte, donc ce sont des, par leur finalité, ce sont des thèses qui apparaissent finalement très humanistes. Ce sont des thèses qui apparaissent finalement très humanistes. Puisque la finalité est d'aider. Et dans le contexte post-Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'écho est nécessairement très favorable. Et c'est à ce moment-là, précisément, que le subjectivisme va faire son entrée dans le droit pénal positif. Écho très favorable, notamment du fait de l'humanisme apparent de ces théories. Et ces thèses font très vite leur entrée dans le droit positif français. La première grande marque de ce subjectivisme version défense sociale nouvelle, c'est une marque que vous connaissez tous, c'est l'ordonnance du 2 février 1945 sur le mineur délinquant. Ordonnance du 2 février 1945 sur le mineur délinquant, qui vient nous dire que le mineur délinquant, finalement, c'est simplement un mineur mal éduqué qu'il appartient à la société de rééduquer. D'accord ? Puis, dans cette perspective, on va s'intéresser aux majeurs. On va s'intéresser aux majeurs délinquants en considérant que, finalement, si le majeur est délinquant, la société porte une part importante de cette responsabilité. La société porte une part importante de responsabilité dans le passage à la délinquance. Par conséquent, puisque la société est en partie responsable de la délinquance, parce qu'elle n'a pas pourvu à des besoins culturels, économiques, sociaux, etc., eh bien, la peine doit être conçue comme un outil imposant à la société de permettre aux délinquants de s'insérer convenablement en son sein. Donc vont voir le jour une foule de mesures destinées à se substituer
aux sanctions pénales traditionnelles, hein, que sont les peines privatives de liberté. Hein, c'est là que vont naître notamment les peines alternatives à l'emprisonnement. C'est également sur cette période que va naître tout simplement l'idée suivant laquelle la peine peut également être aménagée en cours d'exécution. De 1945 à 1994, de 1945 à 1994, vont se multiplier dans notre droit pénal, une foule de marques de ce subjectivisme version défense sociale nouvelle, aussi bien au niveau de l'incrimination pénale que de la répression pénale. 1994, entrée en vigueur du Code pénal. 1994, entrée en vigueur du nouveau Code pénal. 1994, entrée en vigueur du nouveau Code pénal, où en est-on en 1994 ? Il faut distinguer, s'agissant de l'infraction pénale, dans le Code pénal de 1994, l'infraction pénale demeure très essentiellement objective. L'infraction pénale dans le Code de 1994 demeure très essentiellement objective. Alors bien sûr, on voit apparaître les premières grandes infractions sans résultat, à l'image du délit de risque causé à autrui. Mais cela reste extrêmement marginal, et la plupart des infractions pénales supposent qu'un résultat ait été atteint pour être consommé. Ça va ? Hein ? Donc, infraction pénale qui reste très très fortement teintée d'objectivisme dans le Code pénal de 1994. S'agissant de la peine, en revanche, là on bascule. S'agissant de la peine, dans le Code pénal de 1994, on bascule dans le subjectivisme. Mais on bascule dans le subjectivisme social. Le Code de 1994, s'agissant de la peine, c'est une consécration pleine et entière des thèses développées par l'école de la défense sociale nouvelle. Ça va ? On donne à l'objectif de réinsertion par la peine une valeur constitutionnelle. On énonce à titre de principe directeur du droit pénal le principe de l'individualisation de la peine par le juge. On énonce à titre de principe directeur du droit pénal le principe de l'individualisation de la peine par le juge, aussi bien lors de son prononcé d'ailleurs que lors de son exécution. Puis on ne se contente pas de proclamer des principes, si vous voulez, on met également en place les modalités pratiques permettant de les accomplir. On supprime les minima dans le Code pénal de 1994. On amplifie les peines alternatives à l'emprisonnement. On donne naissance à de nouvelles mesures d'aménagement des peines privatives de liberté. Ça va ? Donc la peine est devenue subjective, mais subjectivisme social. Ça, c'est la situation figée en 1994. Période 1994-2013. Période 1994-2013, que se passe-t-il ? Eh bien,
là encore, il faut qu'on distingue. D'abord, s'agissant de l'infraction pénale. Entre 1994 et 2013, on va assister à une multiplication, à une prolifération sans précédent. On assiste à une prolifération sans précédent des infractions subjectives, c'est-à-dire des infractions qui viennent saisir un seul état dangereux, indépendamment du résultat que cet état aurait pu produire. Et parmi ces infractions qui vont proliférer, celles qui prolifèrent surtout, ce sont les infractions obstacles. Ces grosses infractions de prévention qui incriminent à titre principal de simples actes préparatoires à la commission d'infractions plus graves. Alors on avait le délit de risque causé à autrui qui était apparu en 1994. Le mandat criminel fait son apparition en 2004. Le délit de participation à une bande dangereuse naît avec une loi du 4 mars 2010. La loi du 5 mars 2007 donne naissance à l'infraction d'embuscade. Et cette évolution se poursuit sous le quinquennat actuel, puisque la loi du 5 août 2013 a, à son tour, donné naissance à de nouvelles infractions obstacles, notamment destinées à prévenir des pratiques de mariage forcé, d'une part, et de mutilation sexuelle, d'autre part. Aujourd'hui, le résultat de cette évolution, quel est-il? Est-ce que l'infraction pénale, en 2014, est objective ou subjective? L'infraction pénale demeure, malgré cette évolution, essentiellement objective. Malgré cette évolution, l'infraction pénale demeure essentiellement objective. Toutefois, il est certain que si cette évolution se poursuit encore quelques années, la dominante ne tardera pas à devenir subjective. Donc là, on n'a pas encore basculé, mais attention, ça pourrait venir vite. S'agissant de la peine, maintenant. S'agissant de la peine, il s'est produit deux choses depuis 1994. Deux choses. Souvenez-vous, on s'est arrêté, 1994, la peine devient subjective, subjectivisme social, version défense sociale nouvelle. Ok, on réinsère. Bien. 1994-2014, deux choses se passent. Première chose, on va confirmer et développer encore davantage, on confirme et on amplifie cette fameuse peine réinsertion. On confirme et on amplifie cette fameuse peine réinsertion. En droit positif, d'abord. En droit positif, d'abord. On n'a pas abrogé les principes proclamés en 1994. Ils sont toujours en vigueur. Et on les a même amplifiés. Regardez la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui, en plein quinquennat sécuritaire, vient nous dire, tout de même, que l'emprisonnement en matière correctionnelle
ferme et sans aménagement, ce n'est que sur motivation spéciale. Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui vient nous dire également que désormais les mesures d'aménagement de la peine en cours d'exécution, comme la semi-liberté, le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, doivent avoir un domaine d'application beaucoup plus vaste. Hein, donc c'est une loi qui élargit le domaine d'application des mesures d'aménagement de la peine privative de liberté. Loi du 13 décembre 2011 qui rend applicable la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à tous les délits. Alors quel rapport, me direz-vous? Le rapport, c'est que qu'est-ce qu'on encourt au titre d'une CRPC? Grand maximum, 1 an d'emprisonnement, y compris si le délit que l'on a commis est puni de 10 ans d'emprisonnement. Et le plus souvent, au titre d'une CRPC, les statistiques nous démontrent que ce n'est pas la peine d'emprisonnement ferme qui est proposée, mais c'est bien souvent, soit une peine alternative, soit un emprisonnement assorti du sursis. Ça va? En droit prospectif, ensuite, c'est également sur cette voie que l'on compte poursuivre. C'est ce que nous démontre le projet de loi, actuellement étudié au Parlement. Vous savez, le fameux projet contrainte pénale. L'idée de ce projet, c'est de diversifier encore les mesures alternatives à l'emprisonnement et d'élargir le champ d'application des mesures d'aménagement des peines privatives de liberté, notamment en rendant automatique la mesure de libération conditionnelle. Ça va? Les dernières phrases. Oui, on élargit les... il faut voir ce qui va en rester dans le projet qui sera finalement voté, mais l'idée c'est d'élargir effectivement les alternatives à l'emprisonnement, notamment en instituant une nouvelle peine alternative, la fameuse contrainte pénale, qu'on a appelée longtemps peine de probation, puis qui est devenue contrainte pénale par la suite. Et ensuite, on veut élargir encore le champ d'application des mesures d'aménagement des peines privatives de liberté, et notamment, plus particulièrement, de la mesure de libération conditionnelle. Ça va? Donc, la politique suivie, d'une part, s'agissant de la peine, c'est une politique subjective, sociale. Mais il se produit une deuxième chose. Il se produit une seconde chose sur cette période, 94-2014. Va voir le jour sur cette même période, une nouvelle fonction de la peine en droit positif. Jusqu'à présent, on connaissait la peine rétribution, on connaissait la peine réinsertion, va apparaître la peine neutralisation. Et qu'est-ce que ça nous évoque du point de vue des grandes théories du droit pénal? La peine neutralisation, c'est la peine positiviste. C'est la peine qui va vouloir protéger, dont la préoccupation ne va pas être de punir. Punir, on s'en fout, ça n'a pas de sens. Dont la peine ne va pas être de réinsérer, que la personne se réinsère ou pas, qu'importe. Dont la fonction va être de protéger la société par la neutralisation des condamnés identifiés comme dangereux. Donc apparaît ici en droit positif une peine positiviste, neutralisatrice, mais subjective, côté obscur. Véritablement, là, l'idée c'est je protège à tout prix la société. Les grandes manifestations de cette peine, quelles sont-elles, cette peine neutralisation?
Alors, d'une part, la rétention de sûreté, bien sûr, mise en place par la loi du 25 février 2008. Rétention de sûreté mise en place par la loi du 25 février 2008, mais pas seulement. Alors, les peines planchées, c'est plus une résurgence de l'objectivisme. Hein, on n'est pas les peines planchées, c'est pas tellement pour neutraliser, c'est pour être plus sévère envers ceux qui recommencent. D'accord? Mais l'idée derrière les peines planchées, c'est pas tellement de neutraliser. La rétention de sûreté, c'est vraiment, je te coupe toute possibilité de nuire. Hein, d'accord? La perpétuité, notamment la perpétuité réelle, qui apparaît avec une loi du 1er février 1994, perpétuité réelle qui apparaît avec une loi du 1er février 1994. Hein, dans le cas très particulier des assassinats de mineurs accompagnés de tortures et actes de barbarie, et qui est étendue par la LOPSI 2 du 14 mars 2011 aux assassinats de membres de l'autorité publique. Donc regardez, le résultat de ces évolutions, quel est-il? Aujourd'hui, la peine est devenue subjective. On le sait, elle est devenue subjective. Mais qu'est-ce que le législateur prescrit au juge? Le législateur prescrit au juge deux injonctions, donne au juge deux injonctions absolument contradictoires. Le législateur enjoint au juge de favoriser le retour du délinquant à la société par la réinsertion. Et dans le même temps, il enjoint au juge d'empêcher le retour du délinquant à la société par la neutralisation. On est là sur deux politiques pénales subjectives, toutes deux centrées sur une notion de dangerosité, toutes deux centrées sur l'individu et donc sur la puissance du juge face à la peine, mais avec des modalités absolument contraires. Avec des modalités absolument contraires. Alors, les naïfs viendront vous dire, oui, mais ça ne s'applique pas aux mêmes personnes, quand même. Approche un peu simpliste de la réalité sociale. Il y a des aspects, effectivement, des délinquants pour lesquels ça ne posera pas de problème et pour lesquels tout le monde tombera d'accord. Le voleur de mobylettes primaire sera à peu près tous d'accord, je pense, pour partir sur une politique de réinsertion. Le délinquant sexuel multirécidiviste, on sera, je pense, majoritairement d'accord pour s'engager sur une politique de neutralisation. Ok, mais ça, vous pensez vraiment que le contentieux extrême, il est dans ce qu'on vous raconte? Vous pensez vraiment que le contentieux extrême, c'est d'une part le voleur primaire, d'autre part le délinquant multirécidiviste? C'est pas ça. La majeure partie du contentieux pénal, elle est entre les deux. Elle est entre ces deux extrêmes. On ne peut pas raisonner sur des extrêmes. La majeure partie du contentieux pénal, c'est quoi? C'est le voleur récidiviste. C'est le délinquant sexuel primaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les réinsère? On les neutralise quand on est magistrat? Vous pensez que le législateur enjoint quelque chose au juge, ici, qui lui dit là tu réinsères, là tu neutralises? Non, il lui dit démerde-toi. Et alors, demain vous êtes magistrat. Demain vous êtes magistrat. On vous soumet le cas de Nono. Nono, 12 fois auteur d'infractions sexuelles sur mineurs. À chaque fois, il a juré qu'il ne recommencerait pas. À chaque fois, il a recommencé. Et puis là, il sollicite de votre part une libération conditionnelle. Faites quoi? Vous appelez l'expert. Oui, on appelle l'expert. Hein, et on lui demande quoi à l'expert? Est-ce qu'il est dangereux? Non? Est-ce qu'il va recommencer? Qu'est-ce qu'il vous dit, l'expert? Oui, j'en sais rien.
L'expert va vous dire la chose suivante, il va vous dire, moi, je suis capable d'évaluer une dangerosité d'évaluer une dangerosité psychiatrique. Dire, je suis capable, effectivement, de dire si les pulsions infractionnelles de telle personne sont ou non accessibles à un traitement. En revanche, vous vous en fichez de ce qui se passe à l'intérieur de Nono. Vous, en tant que magistrat, ce qui vous intéresse et ce qui va recommencer, c'est son éventuel passage à l'acte. Et donc la question que vous posez en réalité à l'expert, c'est pas sur sa dangerosité psychiatrique, c'est sur sa dangerosité criminologique. Est-ce qu'il va, oui ou non, est-ce qu'il y a une chance, oui ou non, pour qu'il repasse à l'acte? Et là, l'expert, il vous dit, mais je sais pas. Parce que ça dépend de quoi? Parce que c'est pas gravé dans le marbre, parce que c'est pas gravé dans le destin de chacun, parce que ça dépend des circonstances sur le long terme, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de la vie qu'aura Nono, ça va dépendre des personnes que va croiser Nono, ça va dépendre de si Nono retrouvera un travail, de s'il y sera heureux, de s'il ne sera pas, ça va dépendre du très très long terme. Et ça, on ne peut pas l'évaluer par avance. Donc vous, finalement, vous êtes tout seul, et c'est ça le drame du juge aujourd'hui quand il s'agit de prononcer en matière pénale. Et c'est ça que vous ne comprenez pas quand on vous donne un sujet comme le juge et la peine privative de liberté. Quand on lit vos copies, c'est comme si tout était simple, il y a les méchants qu'on neutralise, et puis il y a les gentils qu'on réinsère. Mais que c'est bête! Que c'est bête. Le problème du juge, aujourd'hui, le problème du juge face à la peine, c'est son impuissance pathologique parce que de toute façon, on lui demande de prédire un avenir que personne n'est capable de prédire. Qu'on le met face à des politiques pénales contraires, contradictoires, qui font que, de toute façon, il peut faire tout et son contraire, sauf que s'il se trompe, le juge, s'il réinsère celui qui récidive, il sera désigné au public, y compris par les politiques. C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises sous le quinquennat précédent. Hein? Et à l'inverse, s'il neutralise quelqu'un qui l'aurait dû réinsérer, on ne le saura jamais, mais c'est quand même extrêmement triste. D'accord? Pour cette personne qui ne sera jamais revenue à la société, alors même qu'on aurait pu l'y renvoyer sans difficulté. C'est ça la responsabilité du juge face à la peine privative de liberté. Et la grande difficulté est là. La grande difficulté est là, c'est qu'on lui demande d'atteindre des objectifs qui ne sont pas atteignables parce qu'on lui demande une prédiction sur l'avenir. Parce qu'on lui demande de faire un pari. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui ? Parce qu'on a peur. Pas seulement parce qu'on a peur, parce qu'il y a ceux qui ont peur et puis il y a ceux qui veulent aider à tout prix. Hein, Non, parce qu'on a l'impression en fait que quelque part la psychiatrie peut tout dominer, mais voilà, parce qu'on se sent maître du monde, mais c'est idiot, qu'est-ce qu'on a perdu de vue, qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route, qu'est-ce que la peine était avant et qu'elle n'est plus aujourd'hui. Le droit pénal n'a jamais été un système médical. Le droit pénal n'est pas là pour soigner les gens, pas plus qu'il n'est là à l'origine pour les neutraliser. Si un individu souffre d'un trouble mental qui justifie qu'il soit isolé de la société, c'est au droit pénal de faire ça. C'est au système médical de faire ça. C'est pas au droit pénal. Voyez ? Et on a voulu faire du droit pénal et donc de son outil qu'est la peine, le régulateur de tous les maux de la société. Et donc on a confié au juge une peine qui n'était pas la sienne. Mais pourquoi ? Qui c'est qui a ouvert la porte à ça ? Ça a commencé à partir du moment où on a dit cessons de punir. La punition ne sert à rien. Réinsérons. Fondons le droit pénal sur l'individu. Et à partir de là, on s'est engouffré dans un subjectivisme qui, je vous le rappelle, est tout de même symbole d'arbitraire. Hein, parce qu'aujourd'hui, en termes de prévisibilité, d'accord, qui peut dire si on faisait un sondage là sur Nono, donc je vous dis délinquant sur mineur, multirécidiviste, ok, qui promet qu'il n'a pas recommencé mais qu'il a déjà fait avant et qui a déjà recommencé, qui a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion et qui sollicite sa libération conditionnelle au bout de 15 ans. Voilà, il veut sortir là maintenant tout de suite.
si on fait un sondage sur qui accorde la libération conditionnelle à Nono, alors quels sont ceux qui lui accordent la libération conditionnelle? Ça dépend de quoi? Ouais. Oui, suit des soins en prison, oui, oui. Mais il en a déjà suivi avant pour ses récidives précédentes. Oui, oui, il suit des soins en prison. D'autres questions, d'autres précisions? Aucun aménagement ne lui a été accordé jusqu'à présent. Conditions qu'il trouve à la sortie? Bon, sa vieille mère l'attend. Elle a préparé sa chambre. Non, non, mais allez, faisons ça. Non, mais prononcez-vous. Vous êtes saisi dossier. Moi, je pense que si on fait le sondage, qui le laisse sortir? Il y en a forcément qui le laissent sortir. Il faut donner sa chance au produit. Bon. Qui ne le laisse pas sortir? Bon, en principe, c'est un peu plus partagé. En principe, voilà. Mais ce que je veux vous montrer par là, la bonne solution, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne peut pas vous dire laissez sortir, on ne peut pas vous dire laissez pas sortir, parce que la vérité, c'est que personne n'en sait rien. C'est ça. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. C'est peut-être que ceux qui le laissent sortir ont raison, peut-être que ceux qui ne le laissent pas sortir ont raison également. Seul l'avenir le dira. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est quand même que c'est le règne de l'arbitraire. Parce que selon qui tombe sur un tel ou sur un tel, eh ben, il pourra sortir ou pas. Et puis selon parfois une même personne, suivant son humeur du jour, suivant ses peurs du jour, suivant ses angoisses du jour, n'adoptera pas forcément la même position. Voyez, parce que, encore une fois, il ne devrait pas revenir au juge de faire ça. Et ce qu'on a perdu de vue en cours de route, c'est ce qu'avaient apporté les Lumières, c'est l'objectivisme. Alors bien évidemment, les peines fixes, c'est pas satisfaisant. Mais de là à sortir les deux pieds de l'objectivisme, ça va pas non plus, c'est un équilibre qu'on a perdu. Autant une peine entièrement objective est une peine un petit peu rigide et peu efficace, autant une peine entièrement subjective est une peine dangereuse. Donc, aujourd'hui, on est dans une peine subjective, mais à la croisée des chemins entre un subjectivisme sécuritaire, un subjectivisme social, dans lequel le juge est laissé dans la plus complète solitude. Dans la plus complète solitude, et on aura beau mettre en place toutes les commissions que vous voudrez, des centres nationaux d'évaluation de la dangerosité, comme on l'a fait récemment, on pourra mettre en place des commissions nationales des mesures de sûreté qu'on ne pourra jamais prédire les suites, l'avenir d'un individu qui pourra peut-être se réinsérer et qui pourra peut-être récidiver. Juste une donnée statistique, une donnée statistique, et je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. Une donnée statistique, est-ce que vous savez en moyenne combien un juge d'application des peines en milieu fermé, c'est-à-dire en milieu carcéral, suit de condamnés sur l'ensemble du territoire? 400. La moyenne au niveau national, c'est 400 condamnés suivis par un juge d'application des peines. Sur les 400 condamnés, combien sont là, à votre avis, pour infraction sexuelle? 1 sur 4, voilà, à peu près 1 sur 4. Donc on va dire, vous êtes JAP, en milieu fermé, totalement classique. Vous avez, dans tous vos condamnés, sans plus tous les autres, qui sont aussi sensibles, et je vous parle de cela parce qu'on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez 100 condamnés qui sont là pour infraction sexuelle. Ok. Est-ce que vous connaissez le taux de récidive en matière d'infraction sexuelle? C'est entre 1 et 3%, suivant les années. Statistique officielle du ministère de la Justice. Taux de récidive en matière d'infraction sexuelle, qui est celui qu'on pointe toujours du droit, c'est entre 1 et 3%. C'est-à-dire que sur vos 100 bonhommes, là, qui sont là pour infraction sexuelle, vous savez qu'il y en a 1, 2, ou peut-être, si on est une mauvaise année, 3, qui vont recommencer. Lesquels? Vous passez pas votre vie avec, c'est des gens que vous voyez au mieux une fois par an, pour un quart d'heure d'entretien. Parce que vous n'avez pas le temps, vous en avez quand même à côté 300 de plus. Vous voyez ? Elle est là, la difficulté du juge. Et quand on a des magistrats correcteurs
Hein, et qu'on traite le juge et la peine privative de liberté sans faire ressortir cette difficulté du travail du juge qui est aux confins de deux politiques pénales contraires que sont la réinsertion d'une part, la neutralisation d'autre part, sans avoir les outils, parce que non seulement c'est pas un problème de moyens, c'est juste que les outils n'existent pas. Hein. On ne pourra jamais, en tout cas en l'état actuel de la science, on ne pourra jamais prédire la récidive d'un individu. Et le problème, c'est que vous avez un législateur qui, qu'il soit de droite ou de gauche, raisonne d'une manière absolument simpliste sur des contentieux extrêmes, où, suivant qu'on est sécuritaire, on va vous mettre en lumière des cas qui, bien évidemment, soulèvent l'émotion et suscite une réaction sociale violente, ou alors des cas qui suscitent la clémence du public, mais en aucun cas le vrai contentieux pénal qui est entre les deux, on vous le met en lumière. Et pourtant le quotidien du magistrat, il est là. Hein, et ça, il faut nécessairement le pointer dans un sujet tel que celui-ci. Donc, tout ce qui tourne aujourd'hui autour de la peine, c'est forcément une problématique aux confins du subjectivisme. Hein. Longtemps du subjectivisme social, concurrencé par du subjectivisme sécuritaire, on est à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Si vous avez, alors, pour terminer là-dessus, tous les sujets qui vont tourner autour du résultat en droit pénal, autour de la dangerosité, autour du risque, autour de la peine, autour de la mesure de sûreté, tous ces sujets-là, la seule voie de problématique possible, c'est conception objective, conception subjective. Voire, pour les sujets plus orientés sur la peine, subjectivisme social, subjectivisme sécuritaire. Ça va? Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Hein, et puis, on se voit demain ou après-demain à nous? Demain. Bon, voilà. C'était pas chiant sur les systèmes de peine fixe, ça c'est bien.